Bonjour Jean-François Chanteux, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview pour le projet d'EPE, donc Parlons Ensemble, Parlons Énergie. On va commencer rapidement par une présentation de votre association et votre place dans celle-ci. Donc notre association qui s'appelle Nyandudro, qui veut dire marchons ensemble en tibétain, a été créée en 2006 exactement, suite à un voyage qui s'est fait ici en 2005. Cette association a pour but principalement d'être incarnant. On n'est pas très nombreux, c'est une petite association, mais notre but c'est d'être incarnant, c'est-à-dire entre des demandes locales et à nous après de trouver les gens qui peuvent répondre à ces demandes. Par exemple, quand les gens nous demandent de l'électricité, par exemple, nous, on s'est affilié avec Électriciens sans frontières pour pouvoir répondre d'une manière intelligente et adéquate à cette demande. Par exemple, quand ils ont voulu protéger le plus vieux Bouddha en bois de l'Inde qui se trouve à Sundashemno, dans les montagnes, on a pris contact avec une association allemande qui s'appelle Tibetan Heritage Fund pour justement, avec des archéologues, faire un travail qui soit intéressant et qui puisse rester après, avant quand... Donc voilà, donc notre association c'est ça. C'est avant tout une courroie de transmission entre des demandes locales et puis des gens qui peuvent répondre à ces demandes. Alors, mon rôle là-dedans, avec un ami, Marc, et puis nos épouses, on a fondé l'association en 2006, donc on en est les créateurs. Marc a été président pendant un certain nombre d'années, puis moi. Et puis petit à petit, l'association s'est un peu étoffée. Et à l'heure actuelle, je n'ai plus de rôle vraiment dans l'association, si ce n'est celui de chef de projet, depuis à peu près 2006, où on vient ici régulièrement tous les ans. D'accord. Et du coup, votre association peut être affiliée à une association de solidarité. Et quelle est votre vision de la solidarité internationale ? Alors, effectivement, notre association peut être affiliée effectivement à une association de solidarité internationale. Ma vision, ou notre vision, a changé quand même depuis 2005. Surtout dans une région comme le Ladakh, qui est une région qui évolue très très vite. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, ils étaient au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ils sont au XXIe siècle. Tout le monde n'a pas évolué à la même vitesse. Entre la ville de Leh et puis les vallées, les choses n'ont pas été à la même vitesse. Donc pour nous, la solidarité, c'est avant tout de répondre à un certain nombre de questions que se posent des gens qui sont, on va dire, c'est un peu une formule occidentale, dans le développement. D'accord ? Et d'y répondre le plus en respectant le plus possible leurs valeurs et nos valeurs. Donc de pouvoir répondre à leurs demandes, tout en discutant avec eux, tout en parlant ensemble. Il faut qu'il y ait une relation de confiance entre eux et nous, et qu'on puisse donc leur permettre, mais nous aussi d'ailleurs, de réfléchir sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bien pour l'environnement, pour leur culture, et ainsi de suite. Donc c'est eux quand même qui choisissent ce qu'ils veulent faire, ils sont chez eux, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils veulent la protéger. Et nous, on est là, et on est là pour les aider à sauvegarder cette culture et cet environnement. Je pense que c'est ça pour moi la solidarité. C'est pas amener des choses, les déposer, et puis dire voilà, on s'en va, on a déposé notre paquet, et c'est bien. C'est un perpétuel recommencement d'interrogation. Et aujourd'hui, au Ladakh, on est plein d'interrogations. Je ne sais pas si vous me poserez des questions après, mais on est plein d'interrogations. Et il y a une communication qui se crée très forte depuis 10 ans entre eux et nous pour savoir comment évoluer. Et peut-être qu'un jour, notre association n'aura plus lieu d'être parce qu'on ne pourra pas répondre à ces questions. Elle s'arrêtera. Comme on dit ici, chez les bouddhistes, tout est impermanent, même les associations. D'accord. Et du coup, pourquoi avez-vous choisi l'international plutôt que le local ? Bon, d'abord, tous les membres de Nyandudro, on s'est connus pratiquement dans des associations de solidarité locale. Que ce soit Amnesty International,
que ce soit au Resto du Cœur, que ce soit donc voilà. Ça s'est fait un peu à l'improviste, c'est-à-dire que on parrainait des enfants réfugiés tibétains. Personnellement, moi j'ai toujours été dans des pays comme la Palestine, comme le Kurdistan, comme l'Arménie, dans des pays où effectivement il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Et un jour, on a découvert le Tibet, où il y avait un certain nombre de problèmes. On ne va pas parler de politique, mais il y avait des problèmes de génocide, d'exil. Et donc, ça nous a touchés. Et donc, on a parrainé des enfants. Et de fil en aiguille, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais de fil en aiguille, on est arrivé un jour au Ladakh pour voir nos enfants. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un décalage, un décalage entre les Ladakhis et les Tibétains. Les Tibétains ont la chance d'avoir un leader, qui s'appelle le Dalai Lama, qui est très charismatique, qui est un homme vraiment très bien, et qui a apporté beaucoup d'argent à ces Tibétains en exil. La plupart des enfants tibétains aujourd'hui sont parrainés. Ce qui a créé un décalage entre les gens qui les ont accueillis ici, les Ladakhis, qui étaient au départ aussi pauvres qu'eux, mais au bout d'un moment, les Tibétains ont bénéficié de beaucoup d'aides que n'ont pas bénéficié les Ladakhis. C'est quelque chose qui nous a marqué quand on est arrivé ici. Donc, on a essayé de contrecarrer un peu ce décalage, ce qui fait qu'on a créé l'association, mais sans vraiment, au départ, avoir une idée d'être dans la coopération internationale. On y est venu parce que nos rencontres ont fait qu'on y est allé. Voilà. Mais au départ, il n'y a pas une volonté vraiment de faire de l'international. C'est notre parcours qui a fait qu'on a fait de l'international. On a commencé à aborder un tout petit peu la politique. Ouais. Ici, le gouvernement local a un certain pouvoir, Oui. plus ou moins fort. Est-ce que vous avez des interactions avec lui ou pas? Alors d'abord, il faut savoir qu'au Ladakh, il y a une certaine autonomie. Donc il y a le Hill Council qui a une certaine autonomie. Et depuis que nous venons, les choses ont beaucoup évolué. Quand nous sommes venus en 2006 pour la première fois pour travailler ici, pour être en coopération avec les gens qui sont ici, Nyandoudro avait des accès assez faciles avec le chef conseiller, donc on va dire un peu le gouverneur du Ladakh, qui était en plus issu de la vallée où on a commencé vraiment à travailler avec les habitants. Donc on avait vraiment de très bons contacts et donc on pouvait donc chaque année lui proposer ce qu'on allait faire ou lui nous proposait ce qu'on pouvait faire. Par exemple, il voulait éliminer les plastiques, donc on a travaillé sur l'élimination des bouteilles plastiques et ainsi de suite. Donc il y avait de très bons contacts. Mais on est en 2006. Le Ladakh de 2006 est complètement différent du Ladakh de 2015 ou de 2018. Il y a eu d'énormes changements, y compris dans la politique, y compris dans la conception de l'avenir du Ladakh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins en relation. On n'est ni en accord ni en désaccord. On est beaucoup moins en relation avec le gouvernement. Voilà. En plus, il faut savoir qu'en Inde, les ONG, depuis que l'Inde, entre 2006 et 2018, 12 ans, l'Inde a énormément progressé. Et aujourd'hui, l'Inde, qui est la 5e puissance du monde, n'a pas les ONG en très grande odeur de sainteté. Elle n'aime pas qu'on dise qu'on puisse l'aider. Donc, on n'est pas forcément non plus aujourd'hui aidé sur ce plan-là. Il ne nous embête pas, mais les relations sont un peu distendues, on va dire. Parce qu'il y a 2 semaines, nous avons interviewé Dr Tinley, qui est directeur de l'Agence de développement des énergies renouvelables du Ladakh, et il nous a dit que tous les projets d'ONG comprises devaient être recensés auprès de cette agence,
Et du coup, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous, pour chaque projet d'électrification, vous vous recensez auprès de l'agence? Alors, au départ, oui, on le faisait. On avait cette relation. On allait voir justement l'agence donc de l'énergie à Alais et on discutait avec eux. On avait des électriciens sans frontières et nous, on avait des bons rapports avec eux. Aujourd'hui, c'est un peu différent. D'abord, nos actions d'électricité ont beaucoup diminué. Autrefois, on construisait des petites centrales qui étaient l'unique vecteur d'énergie dans les villages. Aujourd'hui, il y a des centrales par le gouvernement qui ont été mises et tout ça. Nous, on peut dire qu'aujourd'hui, on a été une association de transition. D'accord? Aujourd'hui, on travaille, on s'orienterait plutôt vers l'eau. Hein. Le gouvernement prenant à sa charge l'électrification Bédu-Ladac, avec des promesses qui, à mon sens, sont assez difficiles à tenir dans les délais où ils les disent. Mais oui, bon, certainement qu'un jour ils y arriveront. Et comme je disais tout à l'heure, bah, notre action de Nyandunro s'arrêtera là, sur l'électricité. Elle aura été un moment de passage. Hein. On a mis des petites centrales qui ont duré 7 ans, 8 ans, 10 ans, et qui permettent à des centrales plus grosses par le gouvernement d'être mises en place. Donc on est un relais. Donc aujourd'hui, quand on met de l'électricité en place, c'est des petites centrales de 1 kg, c'est surtout pour des purificateurs d'eau, c'est surtout pour permettre aux women group, donc ce sont des groupes de femmes qui sont dans les vallées, pour essayer de s'émanciper un peu, d'avoir un peu d'argent. Parce qu'avec l'arrivée des trekkers, leur niveau de vie a baissé et surtout leur importance dans les villages. Donc il faut leur redonner un peu cette autonomie, enfin les aider. Hein. Et donc voilà, donc à l'heure actuelle, c'est des petits projets qui, à mon avis, intéressent peu le gouvernement, dans la mesure où eux, ils sont plutôt sur des 45 mégawatts, et nous on est sur des kilos qui sont très précis, dans des endroits très précis. Bon, voilà, donc je pense pas que ça embête beaucoup le gouvernement et qu'on fasse ça, quoi. Vous venez de dire que le gouvernement allait réaliser des gros projets dans les vallées et que vous n'êtes pas très optimiste sur la réalisation de ceux-ci. Pourquoi? Bah, par expérience. Il y a 15 ans qu'on vient, on regarde quand même ce qui s'est fait. On va prendre la route qui doit aller de Manali à aller en passant par Padoum. Elle a commencé en 2001, elle devait être finie en 2003. Puis le gouvernement a dit non, il sera fini en 2006. Et puis aujourd'hui, on est en 2018 et la route, si elle est finie mais dans 10 ans, on aura de la chance. Deuxième exemple sur l'énergie, puisque ça, c'était pas trop dans votre domaine, mais dans l'énergie, on va prendre le cas de Rumbak. En 2012-2013, ils ont créé un grid en mettant des poteaux pour arriver au village de Rumbak, qui se situe dans le Emis Park. Oui, il n'y a jamais eu de fil. Aujourd'hui, quand on va sur Rumbak, tous les poteaux sont par terre, alors que c'est un des villages les plus faciles à électrifier. Donc, en 2013, il devait y avoir l'électricité en 2014, et en 2018, ils sont toujours sur des groupes électrogènes. Je crois que beaucoup de gens qui montent des projets comme ça, ou font des promesses, n'ont pas une très grande connaissance du terrain. Ici, on est dans un terrain qui est un terrain, les géologues en parleraient mieux que moi, mais on est sur un terrain qui est très instable. Avec le changement climatique, souvent il y a des pluies, il y a des éboulements. Il suffit de voir rien que les communications aller. En plein été, des fois vous pouvez rester 3 à 4 jours sans communication, parce que le câble a été cassé entre Srinagar et ici. Ou vous qui êtes depuis un moment allé, vous voyez bien qu'il y a des soirs, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de... Donc c'est facile de promettre, c'est beaucoup plus difficile de tenir. En plus, il y a des gens qui sont vraiment très isolés. On va prendre le cas de Yurudze, dont le groupe de Solidarir, hein, qui est une école d'ingénieurs, enfin un ensemble d'écoles d'ingénieurs de Grenoble, de l'INPG de Grenoble, l'INP de Grenoble.
vont venir pour mettre l'électricité. C'est une maison qui est complètement isolée, à 4000 mètres d'altitude. Il y a une famille. Il faut mettre à peu près 40 poteaux en partant du village de Rumbach. Si le village de Rumbach est électrifié, il faut mettre 40 ou 50 poteaux pour y arriver, pour alimenter 5 personnes l'hiver. Je pense que le gouvernement indien, avec 1,4 milliard d'habitants, a autre chose à faire que de mettre 40 poteaux qui vont s'écrouler les uns après les autres, suivant les pluies, pour aller alimenter 3 personnes. Mais du coup, est-ce que cette non-foi que vous avez envers le gouvernement est partagée par les Ladakhi? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est pas une non-foi. Ils y arriveront. Ils y arriveront. Mais à quel prix? Et dans combien de temps? C'est ça le problème. C'est pas une non-foi. C'est une nation puissante qui a des moyens, mais qui aussi, je pense, depuis que je vis ici, a une politique sur sa population qui est très, très pertinente, tout compte fait. Dans un pays où il y a 1,4 milliard d'habitants, il y a des régions comme le Bihar qui sont très, très pauvres. Avec des gens qui, en principe, trouvent pas de travail, n'ont pas de travail. Ce serait facile pour le gouvernement indien, qui a une armée hyper puissante et hyper équipée, de mettre, vous avez dû voyager un peu, il y a des bulldozers extrêmement puissants, il y a des grues, il y a tout ce qu'on veut. Il suffirait qu'ils mettent 50, 60 bulldozers et la route elle pourrait être faite. Alors que là, on voit qu'il y a un bulldozer, mais à côté, il y a 80, 100 gens du billard. Pourquoi? Parce qu'il faut bien les occuper, les gens. Donc, des projets comme ça, plus ils traînent, plus on occupe des gens. Et pour l'instant, je pense que le jour où il y aura un changement dans la population ou dans le truc, ils mettront 25 bulldozers et ce sera fini. Mais, à mon avis, c'est un compromis entre on fait un peu traîner, c'est-à-dire en Inde où on évite des révoltes et des révolutions, parce que c'est un pays quand même, c'est quand même une marmite l'Inde. Entre les religions, entre les populations, entre les différentes ethnies, c'est quand même une marmite. Et surtout le Cachemire. Hein, jamais le Cachemire. On touche du doigt le développement et les choix politiques du développement indien. Quelle est pour vous votre vision du développement? C'est-à-dire en Inde ou... En Inde, quel est le modèle de développement qu'il faudrait faire ici au Ladakh, de manière plus générale dans le monde? Alors, je pense qu'au Ladakh, alors ça c'est mon avis tout à fait personnel, mais je pense que le Ladakh a raté une marche. Tout à l'heure, je vous disais que le Ladakh, en 1974, était moyenâgeux, hein, il faut le dire. J'ai des amis qui sont venus en 74-75, quand ils vous racontent le Ladakh, en plus, à cette époque-là, on ne pouvait aller que par le Zanskar. Les étaient encore interdites. Donc les premiers trekkers sont arrivés à aller, on va dire, dans les années 74-75. D'accord? À cette époque-là, on est au Moyen-Âge. D'accord? Même moi qui arrive quand même presque 30 ans plus tard, qui arrive en 2005, je trouve un Ladakh qui est encore, on va dire, pas moyenâgeux, mais qui découvre à peine, donc on va dire, les temps modernes. Mais donc le rêve des gens à l'époque, c'était de faire de cette région la région la plus écologique du monde. Bon. C'est un rêve qui nous a plu, parce que on a rencontré des gens qui disaient, qui avaient voyagé, hein, des Ladakhis qui avaient voyagé, et qui disaient, nous, ce qu'on aimerait, c'est un juste milieu. C'est-à-dire qu'on était au Moyen-Âge, il y avait des choses pas bien, mais des choses bien. On est allé chez vous au XXe siècle, à l'époque, maintenant au XXIe, mais on a vu des choses bien et des choses pas bien. Nous, on aimerait bien faire un mixte, garder notre culture, garder ce qui est bien, prendre ce qui est bien chez vous. Et éviter peut-être 3 siècles, les 3 siècles qu'il vous a fallu, vous, pour passer du Moyen-Âge, ou enfin, un peu plus, hein, 4-5 siècles, du Moyen-Âge au XXIe siècle. Et nous, peut-être qu'on peut, en quelque temps, faire ce pas et éviter un certain nombre d'erreurs. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on regarde le Ladakh,
En 30 ans, il a cumulé toutes les erreurs, enfin, à mon avis, toutes les erreurs qu'on a fait en 5 siècles. Donc pour moi, c'est pas ça, le développement. Le développement, c'est regarder un peu ce qui se fait autour, réfléchir, prendre des décisions qui font que la population, l'environnement vont évoluer ensemble. Hein. On est en terre bouddhiste. En terre bouddhiste, là, on est tous liés. On est tous liés. Les uns les autres, on est liés avec la terre, on est liés avec tout ce qui nous environne, la faune, la flore et tout ça. Donc pour moi, le développement, c'est ça, c'est un développement global. Tout le monde se développe. Et vous avez parlé des erreurs liées au développement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples au LADAC, justement, de ces erreurs de développement? Les erreurs de développement, c'est déjà, enfin je ne sais pas, vous êtes là depuis quelque temps, c'est déjà des erreurs d'urbanisme. Bon, quand on regarde la ville de Lay, je ne suis pas un spécialiste, mais je regarde, c'est tout. Je suis un simple observateur. Aujourd'hui, les hôtels de luxe montent à vitesse grand V parce que la population de touristes a changé. On est passé du trekker, on est passé aux touristes indiens, hein, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui sont quand même... ceux qui viennent ici, c'est quand même déjà la classe, on va dire, la middle class indienne, mais déjà aisée quand même, hein. Donc qui viennent ici et qui ont fait pousser tous ces hôtels de luxe, mais qui sont implantés un peu n'importe où. Bon, en 2010, il y a eu une catastrophe, il y a eu 900 morts quand même, hein. Je veux dire qu'il ne faudrait pas que ça se renouvelle, à mon avis, hein, parce qu'il y a pas mal d'hôtels qui descendraient quand même. Bon... donc, il n'y a pas de plan, enfin à mon avis, hein, il y a peut-être un plan d'urbanisation, je ne sais pas. Mais quand on regarde comme ça, on ne le voit pas. Il n'y a pas de station d'épuration, enfin je n'en connais pas. Il y a des vallées qui sont pleines de déchets. On est loin du rêve, quoi. Et au niveau énergétique, il y a eu des erreurs ou... C'est plus difficile à dire pour moi. Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc là il faudrait voir plutôt des spécialistes. Je ne sais pas. Les premières erreurs, il y en a peut-être eu, entre autres, sur la façon de voir au départ le solaire. Si vous allez vers le pont Gondlek, vous allez vous arrêter à une ville, enfin un village qui s'appelle Tansé. Et là, il y a une centrale solaire, je ne sais plus combien elle fait. Enfin, il y a presque 1 millier de panneaux, hein, c'est colossal. Parce qu'au départ, le gouvernement avait pensé faire un peu comme chez nous, c'est-à-dire, enfin chez nous en France, faire une centrale, une grosse centrale, et un grid, hein, enfin un réseau. Hein. Et bon, il s'est avéré que, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, tout est instable. La terre bouge, dès qu'il pleut un peu trop, il y a des éboulements, il y a la route qui s'effondre. Hein. Je ne sais pas, vous avez dû voyager ici, une route qui était goudronnée l'année dernière est une piste cette année, quoi, hein. Ça change. Donc, quand on est venu avec les ingénieurs de Électriciens sans frontières, on a décidé, et c'est là peut-être notre innovation à Niandoudro et Électriciens sans frontières, on a décidé que ce n'était pas le bon système, qu'il valait mieux avoir plusieurs petits systèmes identiques pour avoir une maintenance qui soit facile, mais qui s'adapte à des blocs plutôt de maisons ou de villages. Hein. Et donc, c'est ce qui a été fait, par exemple, par nous, hein, dans la vallée de la Marca, avec Ankar, Marca, Sumdachun. Hein, et le gouvernement, après, a repris ces idées-là, hein, en disant... Mais aujourd'hui, avec le barrage de Nimo, que vous êtes allé voir, on revient sur les grids. Hein, c'est-à-dire mettre des poteaux partout, tirer des câbles. Et à mon avis... Rien que ce qu'on voit à Rumbach, est-ce que c'est la bonne solution, quoi? Est-ce que... Bon, voilà. Donc il vaudrait mieux un système décentralisé que centralisé au niveau énergétique? À mon avis, oui. Ben déjà, quand vous voyagez déjà dans le Ladakh, vous voyez bien que c'est... enfin, le Ladakh,
Jamais une Cachemire. Hein. Vous voyez bien que c'est des entités qui sont quand même très... Vous avez l'Anoubra, le Zanskar, la vallée de la Sourou, la vallée de la Marca, le Chantang. C'est vraiment des... Donc, à partir d'une centrale qui, à mon avis, avec 45 mégawatts, pour alimenter tout ça, ça fait peut-être beaucoup, quoi. Donc, voilà. Vous avez parlé des petits blocs d'électrification que vous faisiez en décentralisé. Comment réussissez-vous à différencier, et est-ce que vous différenciez les besoins des envies des habitants? C'est une bonne question, mais je veux dire que c'est un peu lié, tout ça. Je veux dire qu'il y a des besoins, mais qu'est-ce qu'un besoin? Avant qu'on vienne, ils étaient à la bougie, et avant qu'ils connaissent l'électricité, ils ne se plaignaient pas. Ils étaient comme ça. Bon. Alors, est-ce que la venue des trekkers, est-ce que la venue des Occidentaux ont créé le besoin? Bah, oui, un peu, ouais, un peu. Et il y a des peuplades, même encore dans l'Himalaya ou dans l'Amazonie, hein, ou plus peut-être dans les îles des Philippines ou de Malaisie, qui ignorent tout à fait notre style de vie et n'en expriment pas le besoin. Le besoin, il crée quand on voit l'autre, comment il vit, et que... Enfin, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il était évident qu'à partir du moment où le premier trekker a mis les pieds au Ladakh, il y a eu un changement. Je ne sais pas comment s'appelle le premier trekker, mais c'est sûr que c'est lui qui a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. C'est lui qui a commencé à payer en dollars, alors qu'avant, entre eux, ils se payaient en troc. Donc quand le dollar est arrivé, le dollar, bon, il n'y avait pas l'euro à l'époque, mais peu importe, ça peut être le Deutschmark ou le franc suisse. Mais à partir du moment où est arrivé, ça y est, c'était déclenché. À partir de là, des fois, se crée le besoin. Bon, voilà, mais ça, je veux dire que c'est inhérent à ce que nous, on appelle le développement. Encore faudrait-il, comme tout à l'heure on me posait une question, savoir exactement ce que c'est que le développement. Hein, on ne va pas rentrer dans les considérations, mais si le développement aujourd'hui c'est de mettre des centrales nucléaires partout, est-ce que c'est du développement? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour vous me poserez la question, mais bon. Alors après, une fois qu'on a mis en place un certain nombre de choses, bah oui, petit à petit, le besoin et l'envie viennent. Bon, chez nous, quand on a l'électricité, bon, on met une télé. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de la télé? Non, c'est plutôt une envie. Bon, donc on a la télé. Mais est-ce qu'on peut reprocher à des gens qui vont avoir l'électricité d'avoir la télé? Ah, il faut d'abord se regarder soi-même. Hein? Combien de gens en France rentrent chez eux, ils allument la télé? On ne va quand même pas aller faire aux gens parce qu'ils regardent la télé, quoi. On n'a pas de leçon à leur donner là-dessus. Ils ont de l'électricité, ils ont demandé de l'électricité. Il n'y a pas que la télé, ils peuvent aussi, il y a de la lumière, il y a une certaine énergie, hein, on en reparlera peut-être de l'utilisation de l'énergie, il y a une certaine énergie, bah, ils l'utilisent pour des petits outils, pour autre chose, pour des machines à faire du beurre, et puis oui, pour avoir la radio, pour avoir la musique. Bon, après, le besoin, il y en a, et les désirs, je pense que tout homme, pour vivre, a besoin aussi de plaisir. Le plaisir de la télé, de regarder un film, le plaisir d'écouter de la musique. Bon, voilà, ça me paraît légitime. Donc tout ça, c'est un peu lié quand même. Parce que du coup, vous pensez que l'énergie est au centre du développement? Ou pas? Alors, si on reprend le développement dans le terme, d'une façon occidentale, ça veut dire acquérir un certain nombre d'objets qui nous permettent de faciliter notre vie, enfin, entre guillemets, hein, parce que, oui, je pense que l'énergie est au centre. D'ailleurs, je ne me rappelle plus en quelle année, mais quand j'étais encore avec Électriciens sans frontières, on était allé au Parlement français pour... c'était l'époque où on revoyait les objectifs du millénaire. Et dans les objectifs du millénaire,
il n'y avait pas l'accès à l'énergie. Donc on y était allé pour justement dire que l'énergie faisait partie intégrante du développement. Ça, j'en suis convaincu. Je veux dire, sans une force d'énergie, enfin énergétique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais vous ne faites rien. Bon, dans notre conception du développement, encore faudrait-il savoir ce que c'est. Est-ce que le développement, c'est un accès au bonheur ou c'est juste un accès à la consommation? Vaste question. Et du coup, quand vous apportez l'énergie ou l'électricité dans ces villages-là, est-ce que vous voyez, après l'apparition de vos centrales, des nouveaux problèmes dus à l'apport d'énergie? Je pense que l'apport d'énergie, si l'apport d'énergie, c'est quelque chose de neutre, hein, c'est comme la télé, ça dépend ce qu'on en fait. Hein, c'est pas, enfin, moi, je suis un technicien au départ, je vais dire que l'objet est neutre. C'est la main de l'homme qui va en faire quelque chose de positif ou de négatif. Je pense que les problèmes qui peuvent arriver avec l'énergie ne sont ni plus ni moins que des problèmes qui étaient déjà sous-jacents et qui sont mis au jour plus ou moins par l'apport de l'énergie ou par l'apport de n'importe quelle autre chose. Ça peut être une route, la route qui passe là mais qui ne passe pas là et qui peut amener un conflit qui était latent entre deux villages et puis il y en a un qui a ou un qui est plus près de la centrale et qui dispose de plus peut-être de force que l'autre. Mais je ne pense pas que l'énergie en elle-même apporte de gros problèmes dans les villages. Après, je ne suis pas assez fort pour en parler, mais dans les villages, je ne sais pas. C'est plutôt des problèmes sous-jacents. On va prendre des villages comme Skiou, Kaya, c'est déjà des problèmes politiques au départ, qui sont accentués par l'arrivée de ça. Mais l'énergie elle-même, c'est... Parce que peut-être que ça peut créer une sorte de dépendance envers l'énergie. Et du coup, comment réussissez-vous à gérer à long terme vos projets? Parce que si pendant 10 ans, les villageois s'accoutument de l'utilisation de l'électricité, et qu'au bout de 10 ans, la batterie, elle meurt, comment recyclez-vous la batterie ou comment remplacez-vous la batterie? Alors là, vous abordez un des vrais problèmes de l'aide apportée aux populations. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais nous on est ici depuis un certain nombre d'années, c'est la pérennisation des choses. Il faut bien être conscient que la coopération internationale, c'est pas apporter en permanence ces choses, c'est permettre aux gens, à partir de quelque chose qu'on a apporté, de pouvoir eux-mêmes se responsabiliser, entre guillemets, hein, et de prendre en compte ce qui a été apporté. Ce qu'on a apporté doit être un moyen de développement. On revient toujours au développement, un moyen de développement, un moyen de se financer aussi, hein, quelquefois, en vendant des charges de batterie pour les trekkers, en vendant de l'eau quand on met des purificateurs d'eau, avec des petites machines pour produire certains objets manufacturés. Donc voilà, une fois qu'on a apporté ça, on discute avec eux et on leur dit bien qu'à partir du moment où on s'en va, la centrale ou le purificateur d'eau leur appartient. C'est à eux à le gérer, c'est à eux à être responsables, entre guillemets, c'est peut-être dur ce que je dis, mais à être capable de mettre un peu d'argent de ce côté pour arriver à un moment où les batteries, oui, les batteries, mais ils le savent que les batteries, elles vont un jour s'arrêter ou avoir un problème, et qu'ils puissent les changer. Mais aujourd'hui, au Ladakh, ça remonte à un certain temps, où, pour des raisons politiques, le gouvernement indien a donné les choses, les a données. Donc, ils sont toujours dans ce système un peu de donner. Donc, et puis quand ils ont l'argent, ben voilà, ils prennent l'argent, ils utilisent l'argent. Et donc on arrive effectivement, au bout de 7, 8, 10 ans
d'utilisation des batteries et tout ça, a un problème où ils nous appellent, ils nous disent, ah, les batteries ne marchent plus. Ah oui, mais les batteries ne marchent plus. Mais on vous avait bien prévenu qu'il fallait s'autogérer. Alors, ce n'est pas aussi facile que ça, je dis ça comme ça. Mais bon, c'est aussi, il faut du temps pour arriver à ce que les gens y comprennent d'abord ce que c'est que l'électricité. Pour eux, il y a un panneau, c'est gratuit, quoi, ça tombe, quoi. Bon, je ne sais pas si en France, tout le monde sait comment marche un panneau, comment c'est... Voilà. Et puis, combien de temps il nous a fallu, nous, en France ou en Europe, pour comprendre toutes les... Eux, en 30 ans, on leur en met plein la tête, quoi. Donc, il y a un côté où, effectivement, on est un peu désolé qu'ils ne se prennent pas en compte là-dessus, mais d'un autre côté, il faut voir que ces gens-là, il y a des personnes, moi je connais des jeunes comme Tom Schuss, ils sont nés au Moyen-Âge. Ils ont combien aujourd'hui? Ils ont 30 ans. Ils sont nés dans des... Quand j'ai visité la maison où ils sont nés, c'est moyenâgeux. Mais quand je dis moyenâgeux, c'est du 14e et 15e siècle, quoi. Et aujourd'hui, il est guide pour un tour opérateur anglais, Exodus, et il est au 21e siècle. Lui, il est jeune, il arrive à comprendre. Mais les personnes dans les villages, il faut se mettre à leur place. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est vrai que c'est dur. Quand on arrive et qu'on leur dit, écoutez, il fallait gérer, il fallait... Et quelquefois, on dit, bon, allez, on va remettre une couche, on va remettre des batteries. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils arrivent eux-mêmes, après, à gérer les affaires. Et vous pensez que c'est possible? Ah oui, 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 il faut le temps. Oui, oui, bien sûr, moi je suis très optimiste là-dessus. Je veux dire, imaginez le paysan qui vit sous Louis XIV et vous le mettez d'un coup avec un iPad et puis... voilà, je pense qu'il ne serait pas plus malin qu'eux, même moins. Donc, il faut leur donner le temps à ces gens-là, d'arriver à ce développement. Ouais. On va changer un peu de sujet. On va parler de la jeunesse. Ouais. Chaque année, une vingtaine, trentaine d'étudiants ingénieurs viennent avec vous faire des projets d'électrification. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi ce type de public particulier? Alors, on va être franc, à Nian-Oudreau, on n'a pas choisi au départ. Voilà, c'est comme pour Nian-Oudreau, c'est venu comme ça. Au départ, on est un certain nombre de membres à Nian-Oudreau et on venait travailler comme ça. Et une année, on a eu une demande d'une étudiante de Polytech Grenoble qui étudiait dans la section risques environnementaux et industriels, qui nous a demandé si elle pouvait faire son stage de 3e ou 4e année d'ingénieur, je ne sais plus, avec nous. Donc c'était une première. Donc on est allé voir les tuteurs, le tuteur de stage, et qui nous a expliqué qu'effectivement l'université se tournait maintenant un peu plus vers les ONG pour ouvrir un peu l'esprit aux étudiants, plutôt que de les enfermer dans des usines, en ouvrir un peu. Bon, nous, on a trouvé ça très bien, hein, ça correspondait un peu à notre idée. Donc, elle s'appelait Laura. Donc, Laura est venue en 2009 faire son stage avec un rapport, avec tout ça, avec un oral derrière. Et du coup, ça a beaucoup intéressé Polytech Grenoble sur cette section, enfin la section prise, ça s'appelait prise. Et donc les étudiants sont venus, après il y en a eu 2, puis il y en a eu 3. Et puis un jour, la rencontre s'est faite avec des étudiants qui arrivaient de Géol, donc de l'ENSG, l'École nationale supérieure de géologie de Nancy, avec leur association Himalaya Solaire. Et aussi, ils avaient des projets, mais c'est vrai que c'est pas facile pour des jeunes qui sont en études, qui ont des examens, qui ont un tas de choses, de préparer un projet dans l'Himalaya, surtout dans des coins complètement perdus, où il faut des chevaux, des guides, des cuisiniers, et puis aller voir le projet, comment il va se faire. Surtout que c'est un projet pour eux sur une année. Sur une année. Hein. Ils vont le commencer au mois d'octobre, il faut qu'il soit fini, on va dire, au mois d'août.
Donc en une année, il faut qu'ils puissent faire leur projet. Donc c'est vrai que, voilà, on s'est dit, ben, pourquoi pas les aider à faire ce projet. Au départ, c'était uniquement pour pouvoir effectuer les projets électriques ou d'eau ou de conservation du patrimoine qu'on avait. Donc parce que ces jeunes travaillent toute l'année pour récolter l'argent, pour pouvoir faire le projet. En sachant que quand ils viennent ici, ils payent tout. Ils payent leur voyage, ils payent leur trek, ils payent tout. Donc c'est quand même très fort de leur part. Ce sont quand même des jeunes qui ont envie de s'investir. C'est pas, voilà, hein, c'est pas pour faire un petit voyage au bord de la mer à 7. Et puis, donc c'est vraiment important. Donc au départ, nous, c'était surtout pour nous aider à faire de la technique. Puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était... On a eu une certaine réflexion quand même à Niandoudro, parce que les étudiants devenaient de plus en plus nombreux. On a eu des étudiants de Bourges, des étudiants un peu de Nantes, et puis beaucoup de demandes qui arrivaient. Alors on s'est posé quand même pas mal de questions. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu à 50-50. C'est-à-dire qu'on a 50%, c'est vrai, qu'il faut amener de l'énergie, de la conservation du patrimoine aux gens. Et d'un autre côté, ces jeunes, c'est l'avenir. C'est comme ça, c'est quand même une certaine élite. Ce sont des jeunes qui vont devenir des cadres. Et donc, leur permettre de venir ici, et notre rôle à nous, c'est gentiment, mais de leur faire toucher du doigt les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, les problèmes de culture, hein, de nouvelles cultures, apprendre à connaître l'autre, apprendre à être en groupe, apprendre à vivre comme ça. Nous, on pense que c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que l'impact carbone des avions et tout ça, nous, on se dit ben, peut-être que plus tard, ces jeunes-là, quand ils auront des choix à faire dans leurs usines, dans leurs entreprises, ben, peut-être que ces choix, ils les feront en fonction de ce qu'ils ont vu ici, de ce qu'on leur a dit, de ce qu'on a communiqué ensemble, ce qu'on a discuté ensemble. Et peut-être que l'impact carbone, à ce moment-là, ils en feront vraiment attention et que ce sera peut-être beaucoup plus important qu'un simple voyage d'avion. Voilà, c'est notre vision. Elle est discutable, mais c'est notre vision. En plus, il faut reconnaître que quand on arrive ici, c'est une culture quand même complètement différente. Le bouddhisme, les Européens ont une certaine idée du bouddhisme, mais le bouddhisme, c'est une façon de vivre. On y vit en permanence dans le bouddhisme. Quand on marche, les Shorten, il faut faire le tour. C'est pas... bon voilà, il y a des latos, il y a des montagnes sacrées, il y a un tas de choses. Il ne faut pas oublier que les bouddhistes, et puis avant les bonnes, et avant les chamans, enfin tout ce qui était chamanique, c'est les premiers écolos quand même. Hein. On respecte l'eau, on respecte les montagnes, on respecte tout. Donc aussi, c'est une ouverture sur une culture, sur une autre façon de voir la vie, hein, sur une façon de concevoir un peu une autre voie de vie. Hein. Voilà, je pense que c'est important. C'est une sorte de formation que vous faites, une sorte de formation. C'est pas une formation, c'est un dialogue permanent par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on vit. Non, ils viennent pas ici. Quand ils viennent, ils savent même pas que, ils savent pas. C'est une découverte. Et puis après, ben voilà, on est là, on discute, ils vont poser des questions. Ben voilà, vous me posez des questions. Vous êtes jeune, non et vous me posez des questions. Et vous allez, et voilà. Et je suis sûr que depuis que vous êtes ici, à force de poser des questions, votre vue sur l'énergie, votre vue sur notre société, votre vue sur un tas de choses a évolué. Je ne dis pas que c'est transformé et que vous êtes devenus des bodhisattvas hein, avec le nirvana au bout, mais je veux dire que, bon voilà, c'est ça. Et puis quand on rentre, il y a un temps de décantation un peu, on va dire, hein, et puis au bout d'un moment, il nous revient les choses, quoi. Non, c'est pas une formation, c'est un parcours ensemble où chacun... moi, j'apprends beaucoup les étudiants, hein. Il ne faut pas croire non plus qu'on apprend beaucoup. Il y a des géologues, il y a des choses, mais ils nous expliquent plein de choses sur la montagne, ce qui nous permet aussi de mieux comprendre comment les choses se passent. Hein. Et est-ce que vous touchez du doigt les enjeux géopolitiques, environnementaux des panneaux solaires, des batteries,
la pollution, l'énergie grise avec les jeunes? Oui, alors, la question, je la mettrai sous plusieurs... bon, comme je disais juste avant avec les jeunes, parce que peut-être qu'on reviendra sur la politique après. Mais, enfin, moi, je détacherai les choses. Sur les jeunes, mais bien sûr qu'ils viennent, et comme on disait, c'est à nous à leur ouvrir un peu... Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais avoir des discussions ensemble. Ils sont bientôt ingénieurs, c'est pas non plus des poussins de 3 jours. Je veux dire que c'est des gens qui ont une capacité de réflexion et qui, quand ils voient quelque chose, ça les interroge. Hein. Voilà, on n'est pas là, ils sont pas en ses mains, quoi. Je veux dire. Donc, à partir de là, oui, il peut y avoir des discussions. Ils m'en apprennent, je leur apprends sur l'impact énergétique des panneaux solaires. Quelquefois, ils en connaissent plus que moi sur les panneaux solaires. Donc, ils m'apprennent des choses. Bon, voilà, moi, je ne suis pas un technicien électricien. Hein, donc, voilà. Et puis, l'impact énergétique, bah oui, on peut en parler, mais on peut en parler aussi en règle générale. Il y a les panneaux solaires, il y a les batteries, certes. Hein, où tout le monde aujourd'hui est en train de jurer sur les énergies renouvelables. Ouais, c'est bien, mais l'énergie renouvelable, ouais, elle est renouvelable entre guillemets parce qu'il y a du vent et puis qu'il y a du soleil, mais il y a des jours où il n'y a pas de vent, il y a des jours où il n'y a pas de soleil, tout ça il faut l'emmagasiner, ça pose des questions quand même. Aujourd'hui, le gros problème de toutes ces énergies renouvelables, c'est emmagasiner l'énergie, parce que quand ça souffle dans la journée, il faut que ça s'arrête la nuit, il faut que l'énergie qu'on a fait dans la journée, il faut la remettre dans la nuit. Donc, et là, on tombe sur les batteries et tout ce qu'on veut, c'est pas forcément non plus le plus écologique possible, quoi. Donc tout ça, on en est bien conscient. Mais ici, quelle est la meilleure énergie? C'est quand même le solaire. Pour l'instant, avec le changement climatique, on ne sait pas, mais aujourd'hui, c'est quand même le solaire. Donc voilà, on est sur le solaire. Mais on est conscient que le solaire, c'est pas non plus la panacée, au point de vue écologique. Et vous sentez une grande sensibilité des étudiants à ce sujet, justement? Ceux qui arrivent sont déjà très sensibles? Non, non. Ceux qui arrivent, ils ne le sont pas. Ou très peu, ça c'est sûr. Ils viennent, ils ont fait un projet de toute l'année. Souvent, ce projet, il est basé sur des notions qu'ils ont apprises à l'école, des notions de statistiques, de courbes, de tout ce qu'on veut, qu'ils doivent mettre en pratique. Bon, ils viennent, déjà ils viennent. Ils ont déjà cette volonté de faire quelque chose. Après, on va dans les villages, et là, ils touchent du doigt les choses. Alors, c'est comme toute société. Il y en a qui vont se poser des questions, il y en a qui ne vont pas se poser des questions. Bon, nous, on est un peu des... On essaye de les pousser quand on peut aux questions. Ben, ils répondent ou ils ne répondent pas. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Vous avez vu ici, il y a des jeunes qui reviennent pour encadrer les autres parce qu'ils se sont posé des questions et que, voilà. Bon, mais si, là par exemple, il y a 15 ou 16 étudiants qui vont venir de Grenoble, il y en a 15 ou 16 qui viennent de Nancy, s'il y en a 5 dans chaque groupe qui se posent des questions et qui réfléchissent, c'est déjà pas mal. Si ces gens-là, plus tard, ils ont des responsabilités, plus tard, et puis après, ils en parlent entre eux, ils en parlent aux autres. Ouais, c'est... Tout à l'heure, vous avez abordé le changement climatique. Il est très présent ici au LADAC. Comment vous réussissez avec Nian Doudreau à vous adapter à cette nouvelle contrainte qui apparaît? Alors là, je pense qu'avec Nian Doudreau, on pense que on va en discuter parce que c'est quand on va rentrer là en France, parce que c'est des nouvelles difficultés qui arrivent aujourd'hui dans ces régions. C'est le manque d'eau. Alors, l'électricité aujourd'hui, il y en a un peu partout. Elle est pas forcément de la meilleure qualité possible. Il peut y avoir des coupures, il peut y avoir un tas de choses. Il peut y avoir aussi des problèmes de
de puissance, entre du 24 volts, du 220 volts, tout ça. Mais on peut dire aujourd'hui, en gros, que dans les vallées, il ne reste pas de maison où il n'y a pas au moins la lumière. Après, la force, bon, nous, ce qui nous a marqué cette année, c'est quand on est allé aux Anscars et que les gens de Pichou ou de Cumic nous ont interpellés. Les gens de Pichou ont une certaine chance, ils habitent à côté de la rivière et du Zanskar. Mais tous leurs canaux sont à sec. Donc cette année, il n'y aura pratiquement pas de récolte. Il faut savoir que c'est des gens qui vivent dans des conditions extrêmement dures. L'été, il fait relativement bon, mais à partir du mois d'octobre, on va dire, jusqu'au mois de mai, ils sont sur des températures négatives. Donc, tout ce qui va leur permettre de vivre à l'heure actuelle, ils le récoltent à l'heure actuelle. On est d'accord? Donc, si aujourd'hui il n'y a pas d'eau, s'il n'y a rien, pour cet hiver, pour eux, c'est catastrophique. Les gens de Cumic, c'est pire. Eux, ils habitent un village dans la montagne. C'est le deuxième village que je connais qui, aujourd'hui, déménage. Mais carrément, il n'y a plus d'eau. Ça fait plusieurs années que l'eau va en diminuant, ils n'en ont plus. Donc il n'y a plus de vie. Donc ils sont en train de déménager leur village. Ils arrivent pour revenir au bord de l'eau. Alors là, ça pose aussi d'autres problèmes. C'est qu'ils arrivent sur des terres. Est-ce que ces terres leur appartiennent? Est-ce que ces terres, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits si tous les gens arrivent au bord de l'eau? Et puis, s'il n'y a plus d'eau dans les canaux, c'est bien qu'il y ait un problème sur les glaciers, sur l'enneigement. Donc, ils se rapprochent des rivières. Mais si le problème il continue, les rivières aussi, elles vont baisser. Donc, c'est quand même un début pour moi si le climat reste comme ça, s'il ne va pas en s'améliorant, c'est quand même un début de catastrophe annoncée quand même. Alors, avec Niandoudro, et puis certainement avec d'autres associations, on doit se retrouver avec la Fondation EDF, on doit se retrouver avec LSE, donc la DAC Solaire Énergie, pour voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça au départ. Mais c'est un problème autrement plus délicat que le problème électrique. C'est vraiment plus compliqué. Du coup, vous avez peut-être changé d'activité ou... Ben ça va dépendre un peu d'abord des membres de Niandoudro. Hein. Et puis ça va dépendre aussi... Tout seul, on ne peut rien faire. Tout seul, on ne peut rien faire. Il faut être franc. On est une petite association. Tout seul, on ne peut rien faire. Quand on est allé à Cumic ou à Pichou, et qu'on avait 200 personnes devant nous dans chaque village, qui nous suppliaient de faire quelque chose, tout ce qu'on pouvait faire, c'était des promesses. Et des promesses de quoi? Des promesses de dire on va étudier votre problème. Bon. Mais nous, Niandoudro, à ce niveau-là, on est... je ne dirais pas qu'on est impuissant, mais on est un peu petit. Donc il faut qu'on s'allie avec d'autres associations, hein, et puis que peut-être nous aussi, on cherche à s'amplifier, hein, à faire grandir l'association pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Mais c'est sûr qu'on va changer, soit on s'arrête, parce qu'on ne sera pas capable de le faire, soit on s'arrête, soit on va être obligé de changer notre fusil d'épaule. Oui. Et vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir par rapport à ça? Alors, je pense qu'il faut toujours être optimiste. Si on est pessimiste, il faut rentrer chez soi. Si on pense qu'il n'y a rien à faire, pas la peine d'être là, c'est pas la peine. Donc, oui, on est relativement optimiste. Le changement climatique, c'est compliqué. C'est pas uniquement une équation à une inconnue, quoi. C'est très compliqué. Par exemple, aujourd'hui, il pleut beaucoup plus sur la DAC. Hein. Vous avez vu,
Je sais pas, vous rentrez de la Marca, non? Vous êtes passé à Nîmes-Lignes, 4900 mètres, il y avait un bon brouillard, c'était bien, hein? Ouais, c'était bien. Et autrefois, ça n'existait pas. En 2005, il faisait beau en permanence, l'été. Donc là, il y a vraiment un changement climatique. Mais ce changement climatique, par exemple, il intéresse beaucoup les bergers, hein. Il y a de l'eau, il y a plus d'herbe, le haddock est plus vert, donc ça intéresse les bergers. Par contre, c'est une catastrophe pour les tours opérateurs et qui font des treks. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui venaient parce qu'il y avait toujours du soleil au haddock, aujourd'hui, ils disent, putain, s'il faut se taper 5-6 jours dans les brouillards, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Puis en plus, aujourd'hui, avec l'arrivée des Indiens, les tours opérateurs et tout ça sont beaucoup plus tournés vers les Indiens que vers les trekkers. Mais pour revenir sur votre question de l'eau, si ça continue comme ça, comme c'est cette année, qu'il n'y a pas neigé et tout, oui, on va vers une catastrophe qui va être vraiment très très dure à régler. Comment vont faire les villageois? Des fois, il n'y a pas d'autre solution, ils sont obligés de partir. Parce que du coup, juste pour être sûr, l'eau de pluie qui tombe plus souvent, du coup maintenant, ne réussit pas à compenser le manque de neige sur les glaciers. Non. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu à Nîmes-Lignes, vous êtes passé sur un col à 5320 mètres quand même. Quel temps il faisait? C'était presque de la pluie. Donc, c'est de l'eau qui tombe sur la glace, donc ça ne renforce pas, au contraire, ça fait partir. Ça fait fondre les névés encore plus vite. Donc, dès d'un coup, il y a une masse d'eau qui arrive, mais elle n'est pas utilisable, ou pratiquement pas. Donc, bon, mais ce changement climatique, moi je ne suis pas un climatologue, ni un glaciologue, mais je veux dire que peut-être que ça va ramener plus d'eau, peut-être sur le Great Himalayan Range, parce que c'est surtout lui qui fournit de l'eau. Peut-être que la mousson arrivant, ça donnera peut-être plus de neige là, et peut-être que ça donnera plus d'eau, je ne sais pas. Wait and see, on verra. Toujours est-il qu'aux Zanskar et au Ladakh, qui se situent derrière le Great Himalayan Range, hein, où les nuages passent moins, à l'heure actuelle, la situation est catastrophique. Donc il faut faire quelque chose. Là, vous êtes à Skitsal, dans une guest house. Je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais dans le jardin, là c'est de la terre. D'habitude, c'est un champ d'orge. Aujourd'hui, Phuntsok n'a pas d'eau. Avant, il y avait des canaux. L'année dernière encore, il y avait des canaux qui amenaient de l'eau. Et il y avait une répartition de l'eau par les canaux avec des heures et tout. Hein. C'est très très bien réglé, hein, cette affaire, hein, entre la Daki. Cette année, il n'y a pas une goutte d'eau. Il ne ramassera pas d'orge dans son champ. Cet hiver, l'orge, il en a besoin. Donc, on est allé. On n'est pas aux Zanskar, où c'est pire. Donc, alors, optimiste, oui, il faut rester optimiste, parce que si on n'est pas optimiste, c'est comme tout à l'heure, vous me parliez des jeunes. Si on ne croit pas en sa jeunesse, il faut rentrer chez soi. Alors, si on ne croit pas à sa jeunesse, qu'en plus on est pessimiste ici, autant dire... ouais, autant aller à la pêche, quoi. S'il reste de l'eau. On arrive à la fin de l'interview. Et à la fin de chaque interview, on a la partie qui s'appelle la question des enfants. Ouais. On a un partenariat avec 2 écoles, dont une école primaire qui est à Mirabel et Blacon, un petit village dans la Drôme. Et du coup, le but de la question, c'est de vulgariser votre réponse comme si, donc là, Elliot et Luca sont derrière la caméra et vous regardent. Donc c'est leur question. Et leur question est la suivante. Comment remplacer les centrales nucléaires? Donc c'est une autre question énergétique, il n'y en a pas au Ladakh, mais c'est une question qui est en France et dans beaucoup de pays. C'est Luca et Elliot. Luca et Elliot. Luca et Elliot, la question n'est pas facile. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais bon. Comment remplacer les centrales nucléaires? Alors évidemment, il y a le reste, et puis on va dire la centrale nucléaire, mais aussi toutes les énergies fossiles, parce que je suppose que si vous me posez la question sur les centrales nucléaires, c'est quand même pour l'environnement, pour les dangers, mais les énergies fossiles, c'est aussi pour l'environnement, et il y a un certain nombre de dangers. Hein. Quand on vit à côté d'une centrale thermique, il y a quand même un certain nombre de rejets.
Donc, tout ça, on dit, on va les remplacer par des énergies renouvelables. Alors, bon, ok. Alors, c'est simple. Hein, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est simple. Ils sont en CM2. Ils sont en CM2, donc ils ont 11 ans. Voilà, c'est simple. On met des panneaux solaires et on met des éoliennes. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Bon, on ne va pas parler des barrages, parce que c'est encore un autre problème. Hein. C'est renouvelable, on va dire oui et non. Mais s'il y a un problème d'eau, ce ne sera pas renouvelable. Donc, hein, on revient sur la question d'avant. Enfin, qu'ils n'ont peut-être pas entendu d'ailleurs, mais... mais... peut-être pas entendu. Mais... oui, on parlait avant qu'il y a de moins en moins d'eau. Donc les barrages, c'est bien, mais s'il y a de moins en moins d'eau, au bout d'un moment, les barrages, ils ne serviront à rien non plus. Donc voilà. Donc il nous reste les panneaux solaires et puis les éoliennes. Mais tout ça, c'est pas si simple que ça non plus. Parce que pour remplacer une centrale nucléaire, hein, qui produit beaucoup d'électricité, on va dire des mégawatts. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous demanderez à votre instituteur de vous mettre des mégawatts, mais ça produit beaucoup. Et des panneaux solaires, pour produire autant, il en faut beaucoup. Et des éoliennes, j'en parle pas, il en faut aussi beaucoup. Ça veut dire qu'un jour, on aura des panneaux solaires partout, on aura des éoliennes partout pour essayer de remplacer ça. Pourquoi pas? Mais eux aussi, ils ont des problèmes. Ça pose des problèmes. Des panneaux solaires, vous demanderez aussi à votre instituteur, c'est fait avec des terres rares. Et ces terres rares, on ne les trouve pas partout. Et elles ne sont pas non plus inépuisables. Donc, il faudra bien un jour aussi se limiter en panneaux solaires. Parce qu'on n'est pas tout seul en France. Il y a les Allemands, les Italiens, les Américains, tout le monde veut du panneau solaire. Mais des terres rares, il en existe pas beaucoup. Il en existe en Chine, il existe aux États-Unis, peut-être dans d'autres régions. C'est des régions, c'est des pays qui en plus sont assez... on ne partage pas trop quand même, ou si on partage, il faut payer très cher. Donc ça pose des problèmes. Et puis il faut les faire. Donc il y a aussi un impact énergétique. Et puis vous voyez bien qu'aujourd'hui en France, les temps changent aussi. Aujourd'hui, les vents, souvent, c'est des tempêtes. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, à votre âge, quand il y avait un vent de 100 km/h, c'était la tempête. On fermait les volets, on fermait tout. Aujourd'hui, des vents de 100 km/h, il y en a toutes les semaines. Aujourd'hui, il y a des tempêtes. Il y en avait peut-être autrefois, mais aujourd'hui, elles sont plus fréquentes. Donc, le changement climatique fait aussi que il y a peut-être moins de soleil, ou moins de temps de soleil. Et les panneaux solaires, ils ont besoin aussi de soleil. Les éoliennes, elles ont besoin de vent. Mais s'il n'y a pas de vent, elles ne tournent pas. Mais s'il y a trop de vent, on les arrête. Donc, il y a un temps... donc, on est aussi, même avec les énergies renouvelables, on est sujet, là, de la météo. Et cette météo, elle change. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. Vous le verrez. Moi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si la météo change trop, qu'on ne peut plus mettre assez de soleil, si les vents sont trop violents, qu'on ne peut plus faire tourner les éoliennes? Et puis, même si on produit instantanément. Hein, ça veut dire de suite. Mais on n'a peut-être pas besoin d'électricité de suite. On en a peut-être besoin dans 1 heure ou dans 2 heures ou cette nuit. Donc il faut l'emmagasiner. Et bon, vous êtes encore un peu jeune. U égale RI, ce n'est pas encore votre truc. Mais vous verrez que faire des batteries, ça coûte cher. C'est très polluant, des batteries. Et il en faut beaucoup. Et puis les batteries, elles ne sont pas éternelles. Elles durent beaucoup moins que les panneaux solaires et que les éoliennes. Donc il faut les changer. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ce qu'on voulait éviter avec les centrales nucléaires, on retrouve un peu quand même le même problème avec les énergies renouvelables. Et si on veut, en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les Landes, c'est pas à côté de chez vous, la Drôme et les Landes, c'est un peu loin, mais dans les Landes, il y a des champs entiers de panneaux solaires. Mais
Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, mais si on commence à mettre des panneaux solaires partout, les panneaux solaires, ça reflète la chaleur. Donc il y a un problème là aussi. Bon, vous voyez, c'est pas si simple que ça les choses. Et puis si on veut éviter tout ça, il y a une autre solution aussi. Il faut que chacun apprenne à se limiter dans sa consommation d'énergie. Hein? L'été, tout le monde veut avoir une climatisation. Je ne sais pas, chez vous, peut-être que vos parents, ils ont la climatisation. L'hiver, on veut avoir 21, 22 degrés dans la maison. Alors qu'avec 17 ou 18, ça suffirait. Mais de monter de 18 à 21, c'est énorme. Hein, ça fait beaucoup de consommation. Alors qu'un simple pull en laine, d'abord, ça ferait vivre les moutons de la Drôme, les bergers de la Drôme qui pourraient vendre leur laine, et puis ça permettrait d'éviter donc une surconsommation. Donc, vous êtes l'avenir un peu de notre France. Ben, la première chose à faire, c'est d'apprendre, et peut-être d'en parler avec vos parents, d'apprendre à consommer moins. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais c'est d'abord apprendre à consommer moins, et après, voir que les énergies renouvelables, c'est pas non plus... Il y a des problèmes aussi, et puis avec le changement climatique, ben, peut-être que c'est pas non plus ce qu'il y aura de mieux. Mais aujourd'hui, les technologies allant très vite, peut-être que dans 10 ans, ou peut-être quand vous arriverez après le bac dans des écoles d'ingénieurs, peut-être que vous aurez d'autres technologies, et puis peut-être que vous serez chercheur et que vous trouverez d'autres technologies qui nous permettront d'avoir plus d'espérance et d'espoir pour notre planète. Merci beaucoup, Jean-François. Ben, je vous remercie. Voilà.